21 avril 1976. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. D'abord parce que je fête mes 54 ans, mais surtout parce que je suis promue au grade de médecin général du service de santé des armées. C'est quand même grisant. Après des centaines de missions réalisées en Indochine et en Algérie, aux commandes de mon hélicoptère pour sauver les blessés de guerre, me voilà général. Une première pour une Française. Je me suis battue pour en arriver là. Vous savez, ce n'est pas toujours simple d'être une femme dans l'armée. Et cette détermination, je vais continuer à la mettre au service de la cause féminine, pour que toutes celles qui le souhaitent puissent, comme moi, gravir les échelons au sein des institutions militaires. Je suis Valérie André, et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 21 avril 1922 à Strasbourg, dans une famille de 9 enfants. Mes parents nous considéraient comme des êtres exceptionnels. Ils nous ont préparés à devenir les meilleures, filles comme garçons. « Je préfère que mes filles aient un solide diplôme plutôt que de leur donner une dot », disait souvent ma mère, très en avance sur son temps. À la maison, la musique et la littérature étaient partout. Et moi, mon ouvrage favori, c'était le journal Les Ailes, auquel j'étais abonnée depuis mes 12 ans. J'adorais lire les récits des exploits de Mermoz et j'avais toujours le nez en l'air à regarder ces engins voler dans le ciel. Pour moi, ils incarnaient le progrès et la connaissance. J'ai fait mon baptême de l'air à 13 ans à l'aérodrome du Polygone, à Strasbourg. Quelle sensation extraordinaire! Une fois revenue au sol, je n'avais qu'une seule envie, recommencer. Et je me suis promis de devenir la plus jeune pilote française. J'ai donc décidé de passer mon brevet de pilote, mais cela coûtait affreusement cher, 3000 francs pour être précise. À l'époque, les femmes n'avaient droit à aucune aide. Qu'à cela ne tienne. Pour réunir la somme, j'ai donné des cours de français et d'arithmétique et j'ai aussi puisé dans mes économies. Dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à prendre des cours de pilotage à l'aéroclub de Strasbourg. Mais la guerre a bousculé mes plans. En mai 1940, les Allemands ont déclenché leur offensive générale. La menace nazie est devenue réalité. Pour moi, il était impossible de vivre sous le joug de l'ennemi. Alors j'ai décidé, le cœur serré, de quitter l'Alsace sans mes parents et sans avoir eu le temps de passer mon brevet de pilote. Déterminée à poursuivre mes études, j'ai rejoint ma sœur en zone libre, à Clermont-Ferrand, où l'université de Strasbourg avait été transférée. Parce que j'avais un autre rêve, celui de devenir médecin. Baccalauréat en poche, j'ai obtenu mon certificat d'études physiques, chimiques et biologiques, le PCB, et j'ai pu commencer mes études de médecine en 1942. Pour autant, mon désir de voler ne m'a jamais quitté. En parallèle de mon cursus, je me rendais régulièrement sur un petit terrain près de la ville, à Bourrassol, où j'effectuais quelques envols sur un planeur. C'était des petits moments de bonheur en cette période si sombre. À l'automne 1943, les Allemands sont venus interpeller des étudiants à l'université, à 2 reprises. Ceux qui venaient d'Alsace étaient quasi systématiquement déportés. Par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à leur échapper et j'ai rejoint Paris clandestinement pour finir mes études. Je me suis spécialisée en neurochirurgie et j'ai rendu ma thèse sur la psychopathologie du saut en parachute en 1948. Maintenant, vous êtes docteur en médecine. Nous a alors dit, à moi et mes camarades, le professeur Léon Binet. Vous pouvez bien sûr poser votre plaque et avoir votre clientèle. Mais nous manquons de médecins militaires en Indochine. Il serait opportun que certains d'entre vous s'engagent. J'ai dit oui tout de suite. En 1948, après plusieurs entraînements à Mitry-Mory, en région parisienne, j'ai obtenu mon brevet de parachutisme. Puis je suis partie en tant que médecin-capitaine vers l'Indochine, au sein du corps expéditionnaire. Très vite, je me suis portée volontaire pour travailler à l'antenne chirurgicale de Cochinchine, dans le sud de l'actuel Vietnam. Et j'ai aussi participé à des missions de largage sur zone pour venir en aide aux blessés.
Les paras étaient très surpris de voir que j'avais déjà effectué des sauts en parachute. Vous auriez dû voir leur tête. C'était vraiment des missions périlleuses. Nous étions lâchés en terrain ennemi, puis nous devions trouver les blessés et les opérer sur place dans des conditions plus que rudimentaires, entre 2 rafales de tir. Là-bas, j'ai été confronté à l'horreur absolue. Des promotions entières de jeunes officiers étaient anéanties. Puis en 1950, les services de santé de l'armée se sont équipés d'hélicoptères, des Hilaire 360, qui pouvaient chacun accueillir 2 blessés sur des civières extérieures. L'un des pilotes était le lieutenant Santini, qui deviendrait plus tard mon mari. Immédiatement, je me suis dit que ces engins seraient plus efficaces pour aller chercher les blessés et les ramener vers l'arrière. Mais faute de place, les pilotes partaient seuls, sans médecin ni infirmier à bord. Ce n'était pas sérieux, alors j'ai réclamé à mes supérieurs une formation de pilotage. J'ai tant insisté qu'ils ont fini par céder. Une fois ma licence obtenue, j'ai fait mes premières missions, seul, aux commandes de mon ventilateur. Entre 1952 et 1953, j'ai effectué 129 vols opérationnels, assurant ainsi l'évacuation de 165 blessés. Les décollages étaient acrobatiques. Il fallait contourner les arbres, sauter les collines, éviter les tirs ennemis, encore et encore. C'était vraiment une époque extraordinaire. J'étais une pionnière, et ça intéressait beaucoup la presse. Dans l'Aurore, la Croix ou Paris Presse, on ne parlait que du capitaine André. La plus grande héroïne d'Indochine. Un courage de vieux légionnaire. Une grande dame de France. Uderzo, le célèbre dessinateur, a même fait une bande dessinée sur moi. À mon retour en France, en 1953, j'ai été promu responsable du suivi médical du personnel navigant au centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge, près de Paris. Puis j'ai rejoint l'Algérie en 1959, en pleine guerre. En tant que médecin-chef de la base aérienne de Regaïa et pilote de la 23e escadre d'hélicoptères, j'ai réalisé plus de 350 missions à bord d'une Alouette 2 et d'un Sikorsky H-34. Je faisais notamment du transport de troupes et de l'héliportage de commando. Je suis en quelque sorte devenue une confidente pour les soldats. Ils devaient trouver que je pilotais pas mal. À la fin de la guerre d'Algérie, en 1962, je suis devenue médecin-chef de la base de Villacoublay, puis conseillère du commandement du transport aérien militaire. J'ai continué à gravir les échelons jusqu'à ce jour de 1976, où j'ai été promue au grade de médecin général. La consécration. Oh, bien sûr, il y avait des oppositions. L'émancipation des femmes a été quelque chose de très progressif et difficile. En 1981, j'ai obtenu ma 3e étoile de général. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma retraite. Mais pas question pour moi de rester sans rien faire. Charles Hernu, le ministre de la Défense de François Mitterrand, m'a nommé à la tête d'une commission sur la place des femmes dans l'armée. À l'époque, on ne comptait qu'1% d'officiers femmes dans l'armée de terre, 0,5% dans la marine et 2% dans l'armée de l'air. Et le ministre avait l'intention de doubler progressivement ces chiffres. Avec les autres membres de la commission, nous avons insisté sur la nécessité de ne plus cantonner les femmes au rôle subalterne, de les juger sur leurs aptitudes et non sur leur genre. Quelques années plus tard, en 1987, je suis devenue la première femme élevée au rang de Grand Croix de l'Ordre du Mérite. J'ai aussi reçu la Légion d'honneur en 1999, m'inscrivant ainsi dans la lignée de Germaine de Gaulle-Antonios et de Germaine Tillon. On peut dire que j'ai eu une vie extraordinaire, une vie bien remplie qui s'est achevée le 21 janvier 2025 à l'âge de 102 ans. C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast d'Egora, le site d'actualité des médecins et étudiants en médecine, à retrouver sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à donner vos avis en commentaire et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute.